Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à tous d'être là. Vous êtes nombreux, vous êtes cinquantaine de participants. Donc, merci. Donc, on a quelques points d'actualité à vous présenter. On va essentiellement parler de l'entreprise à mission et secondairement du développement du groupe. Je voulais commencer par un événement heureux qui nous est arrivé il y a quelques maintenant semaines, deux semaines. On a gagné le Grand Prix de la création d'emplois 21 du sommet des entreprises de croissance. C'est une récompense qui n'était pas, disons, anticipée, plusieurs centaines de candidats. Il résulte d'abord du fait que la croissance qu'on fait, elle est créatrice d'emplois. Elle est créatrice d'emplois de par le niveau d'expertise et de moyens supplémentaires qu'il nous faut. Vous entendez bien? Oui. Non, on ne vous entend pas très bien. Il y a un écho chez moi. Peut-être que tous ceux qui... Voilà, s'ils pouvaient débrancher votre micro. Voilà. Et la deuxième caractéristique de Vivalto Santé, et on y reviendra marginalement aujourd'hui, c'est qu'on a développé l'actionnariat salarié depuis quelques années et ça va augmenter dans les années à venir. Et puis la troisième caractéristique de Vivalto Santé qui a été notée, c'est notre effort considérable qu'on fait pour essayer de développer l'attractivité de nos métiers sur le domaine infirmière et aide-soignante avec des outils de qualité de vie au travail ou des outils de formation en termes d'e-learning. Voilà en tout cas cette récompense. Une récompense finalement à un secteur qui n'est pas souvent assimilé à de la création d'emplois. Deuxième sujet qu'on voulait vraiment vous parler parce qu'il est pour nous structurant, beaucoup plus que ce qu'on peut le concevoir vu de loin. Donc on va avec Sandrine Macario, qui est à la fois notre DRH du groupe et à la fois notre référent du comité à mission, essayer de documenter un peu ce qu'est une entreprise à mission. Avant de lui passer la parole, je voulais vous dire, je dirais, deux ou trois choses. La première, c'est que pour nous, c'était une évidence. C'était une évidence à la fois parce que Vivalto Santé est par nature, et on l'a conçu avec les médecins autour de ça, on est sur une gouvernance partagée. On est sur une gouvernance partagée à tous les étages, à la fois au niveau des établissements, au niveau des territoires, au niveau de l'actionnariat. Donc, cette façon de partager un projet de soins était au cœur de l'histoire. La deuxième évidence, c'est qu'il nous semble en tout cas que toute entreprise de santé hospitalière est par définition une entreprise à mission au service de tous. C'est soigner et même accompagner nos patients tout le long de leur parcours de vie et de soins. C'est notre raison d'être qui avait été approuvée à la quasi-unanimité dans l'Assemblée générale de l'année dernière. Donc, la loi Pacte convenait par évidence à une entreprise comme Vivalto Santé. Dernière caractéristique d'évidence, c'est que si on n'est pas reconnu comme une entreprise de service public, on est une entreprise au service du public. Et on est en plus au service d'un public qui est particulièrement sensible puisqu'il est en rapport direct avec la maladie. Donc, pour nous, l'entreprise à mission, qui est un champ ouvert par la loi Pacte, c'était une évidence. Et puis, la deuxième caractéristique que vous allez un peu mieux sentir, c'est que c'est une réalité. Et c'est finalement une réalité de ce qu'on fait, et c'est une réalité qui va nous permettre d'avoir plus de puissance et d'aller plus loin. Quand on est rentré dans ce chantier de l'entreprise à mission, avec les centaines de réunions de travail qui a eu lieu, on s'est aperçu qu'on faisait déjà énormément de choses. Donc, la première caractéristique, c'est qu'on va dans ce label d'entreprise à mission qui a été approuvé par l'Assemblée générale de nos actionnaires la semaine dernière, à un très très fort pourcentage de votants. On a un esprit qui est simple, c'est de dire ce qu'on fait, c'est de faire ce qu'on dit,
et d'accepter qu'un tiers vérificateur vienne contrôler si ce qu'on dit, on le fait. C'est aussi simple que ça. On fait ce qu'on dit. On a d'abord commencé à dire ce qu'on allait faire et on accepte que quelqu'un d'autre vienne bien vérifier ce qu'on dit. Donc, la partie de l'entreprise à mission finale, c'est un engagement. Et c'est un engagement fort, un engagement interne et un engagement externe. Et ce que ça va apporter pour Vivalto Santé, c'est de la puissance. C'est de la puissance et de la cadre de cohérence pour un groupe qui se développe et qui intègre énormément d'établissements. C'est un cadre de cohérence et de process qui, après notre gouvernance partagée et nos valeurs, qu'on a réunies très très tôt au sein du groupe, va donner une capacité à aller plus fort et plus loin. Je vais laisser maintenant Sandrine présenter un peu plus précisément la démarche et puis je vous dirai quelques mots à la fin. Bonjour à tous. Je vais peut-être partager, si je peux, un document. Pour partager le document. OK, mais... Je mets OK. À des activités de partage. Donc, si vous pouvez le réactiver. On va y arriver. On va y arriver. C'était pour vous présenter quelques slides qui permettent effectivement d'illustrer ce que Daniel Kay vient de vous présenter. Notamment, pourquoi devenir entreprise à mission. Donc, on a les premiers éléments, comme a dit Daniel Kay, notre histoire, notre raison d'être, puisque notre rôle sociétal, elle est évidente, c'est l'essence même de notre métier. On a nos valeurs aussi depuis la création du Vivalto Santé. C'est une suite logique, on est au service du public, on a des valeurs fortes à connotation humaniste. L'autre raison qui est importante dans le contexte actuel, qui nous paraissait une nécessité pour nos soignants, nos personnels, nos praticiens, de donner du sens. Aujourd'hui, le secteur vit des moments difficiles. C'est une attractivité difficile du secteur de la santé. On a aujourd'hui, quand on voit les statistiques, on a 30% de nos nouveaux diplômés qui abandonnent le métier dans les 5 ans. Donc, c'est des choses importantes. Et ces recherches de sens, on souhaite effectivement la donner au travers de l'entreprise à mission, donner aussi la parole à nos soignants, nos praticiens. Et puis, le 4e élément essentiel qui est d'actualité, puisque c'était notre rôle sociétal qui a été renforcé dans le cadre du Covid, on s'est engagé, on a été en première ligne, on a le cas de viser aussi une réalité, on est dans cette réalité et donc pour nous, c'est effectivement une suite logique et une évidence. Non, on l'a mis sur le bureau. Excusez-moi, entre-temps, on s'occupe de la technique parallèlement. Pour nous, donc, c'est vraiment l'engagement, c'est bon, l'engagement fort. Je peux mettre en diaporama, non ? Voilà. Est-ce que vous voyez tous ? Donc, je reprends voilà, les quatre éléments qui étaient importants. Notre histoire, notre raison d'être, c'est une évidence. Nos valeurs depuis la création de Vivalto Santé, la suite logique, la nécessité, l'engagement que je viens de vous expliquer, que Daniel Kay vous avait présenté. C'était vraiment un engagement pour nous collectif fort, donc ça nécessite un engagement de tous les acteurs, donc le comité de mission que l'on a créé, qui est représentatif de tous ces acteurs. Alors, suivant les entreprises, les comités de mission sont des comités avec 4, 5, 6 personnes maximum. Nous, on est beaucoup plus nombreux parce qu'on souhaitait que plusieurs métiers soient représentés dans notre réflexion de démarche entreprise à mission. Donc, évidemment, on a des membres du comité exécutif, on a des médecins qui sont en plus médecins administrateurs, on a un directeur de territoire qui représente donc notre politique de territoire, notre politique de soins territoriales. On a des directeurs d'établissement, on a 2 directeurs d'établissement, un homme et une femme. On est aussi attachés à cette mixité. On a une directrice des soins pour apporter effectivement ce volet soins et la vision des soignants.
On a un représentant du personnel qui est en fait notre secrétaire du comité de groupe, qui regroupe tous les représentants du personnel de tous les établissements. On a un représentant des salariés actionnaires, puisqu'on a créé en 2018 un fonds commun de placement Vivato Santé pour permettre à nos salariés de devenir actionnaires. On a plus de 2000 salariés actionnaires aujourd'hui. Et donc, on a un représentant des salariés actionnaires et on aura donc dans les semaines qui viennent, puisqu'on attendait d'être statutairement reconnu entreprise à mission, des représentants des usagers, des patients, et puis une personnalité extérieure, et là aussi pour avoir une vision la plus large possible de notre rôle sociétal. La raison d'être, on l'a écrite et on l'a introduite dans nos statuts en septembre 2020. C'est fondé sur un partenariat original et innovant avec les médecins. Nos médecins sont des praticiens libéraux avec qui nous avons effectivement ce partenariat original, aussi bien en termes d'actionnariat que de gouvernance partagée. Un engagement fort des hommes et des femmes du groupe. Et notre mission au service de tous est de soigner et d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie. Et c'est à partir de cette raison d'être qui a été introduite dans nos statuts en septembre que nous avons travaillé sur les engagements statutaires qui devront ensuite être déclinés dans les établissements en actions, en objectifs, avec des indicateurs, puisque, comme l'a dit Daniel Caille, on s'engage jusqu'à effectivement accepter qu'un organisme tiers indépendant vienne voir si ce que nous avons écrit, ce que nous avons décidé, est bien la réalité de ce que l'on fait. Donc, on a 6 engagements statutaires. Donc, les 6 apparaissent à l'écran. Hein, donc, placer notre gouvernance notre système de gouvernance partagée au cœur de nos activités pour répondre aux évolutions des besoins de santé. Deuxième engagement, c'est tout ce qui est autour de notre organisation territoriale que l'on a mis en place pour une prise en charge globale de tous nos patients en 2020. Le troisième engagement concerne nos salariés avec l'engagement de développer avec nos équipes les conditions pour entretenir une dynamique collective et favoriser l'inclusion professionnelle. Nous avons déjà un accord agréé au niveau du groupe depuis 2020 sur la mission handicap, par exemple. Le quatrième engagement, c'est œuvrer à la croissance, la performance durable, la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est tout ce que c'est l'engagement en termes d'investissement, en termes de développement du groupe. Ensuite, c'est maîtriser notre empreinte environnementale. Donc, tout ça, c'est tout notre développement durable. Et le dernier engagement, c'est participer activement à la recherche et à l'innovation, que ce soit au profit de nos patients, de nos médecins et de nos salariés. À partir de ces engagements qui sont maintenant inscrits dans nos statuts, depuis l'Assemblée générale extraordinaire de la semaine dernière, où on a eu 99% de nos votants qui ont voté favorablement à l'entreprise à mission. On a décliné des thèmes, et c'est ces thèmes que l'on a ensuite, en termes de méthodologie, décrits en cibles, en indicateurs, en objectifs. On a systématiquement des pilotes en binôme, parce que pour nous, c'était important d'avoir des personnes de terrain et des fonctionnels avec des relais territoires. Et là, on est dans la phase, à partir de juin, de construction des feuilles de route par établissement avec toutes les parties prenantes. Alors, on vous donne quelques exemples. Hein, c'est pas exhaustif, mais par exemple, pour illustrer en fait toute cette démarche, si on prend le premier exemple qui est placer notre système de gouvernance partagé au cœur de nos activités pour répondre aux évolutions des besoins de santé, on a retenu 3 thèmes. La troisième voie qui est la gouvernance partagée avec nos praticiens, hein, et le fonctionnement des instances avec nos praticiens ou avec nos salariés, et le fonctionnement des instances de gouvernance. Et sur ce thème-là, eh bien, on s'est engagé à ouvrir une campagne d'actionnariat salarié tous les 2 ans dans VS3. Donc, à partir de l'année prochaine, c'est un engagement que l'on prend, que nos salariés connaîtront et pourront s'inscrire dans ce sujet qui est cher pour eux. Donc, on a forcément inscrit des indicateurs, des objectifs. Aujourd'hui, on est à 24%, entre 24 et 25% de nos salariés, ce qui était déjà à peu près le cas en 2018, sauf qu'on a doublé d'effectifs. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 2000 salariés qui sont actionnaires. À l'époque, c'était à peu près 1000 salariés. Et on espère au minimum avoir 30% de nos salariés actionnaires dans les années à venir.
Un autre exemple, c'est le point 3 qui est développé avec nos équipes, les conditions pour entretenir une dynamique collective et favoriser l'inclusion professionnelle. On a retenu 2 thèmes, la qualité de vie et conditions de travail et l'inclusion professionnelle. Et par exemple, sur la qualité de vie et conditions de travail, eh bien, c'est de faire un baromètre social au niveau du groupe qui nous permettra ensuite de construire un programme de QVCT d'après le baromètre social réactualisé régulièrement auprès de nos salariés dans tous les établissements, puisqu'on est à plus de 40 établissements et dans quelques mois, près de 50. Donc, il faut qu'on suive de près avec un questionnaire qui sera partagé par tout le monde et qui permettra d'avoir des actions ciblées en fonction surtout de ce que vivent et ressentent nos salariés. Donc ça, c'est aussi un engagement que l'on prend. Un autre exemple, c'est notre empreinte environnementale, c'est la politique de développement durable. Là, c'est plusieurs thèmes, mais il y a un des thèmes, c'est un exemple, c'est la réduction de notre consommation d'énergie. Là, on va faire, l'objectif, c'est de diminuer sur 3 ans dans le groupe les conditions, à conditions évidemment climatiques et périmètres équivalents, de diminuer notre consommation énergétique. Et on a aussi tout un programme en interne de rénovation technique des bâtiments qui permettent aussi cette réduction énergétique. Donc ça, ce sont des engagements que l'on prend, que l'on va partager, que l'on va mettre en œuvre sur les années à venir. Alors, on se donne 3 ans parce que faire des rénovations techniques, ce n'est pas en 1 an qu'on peut les faire. Donc, évidemment, on se donne des objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, suivant les cibles et les engagements qu'on prend. Voilà. On peut répondre à vos questions concernant ces engagements d'entreprise à mission. C'est vraiment pour nous en interne en ce moment un moment fort puisqu'on partage ces engagements, on les décline et c'est très fédérateur aussi. Est-ce que vous préférez qu'on finisse la présentation et qu'on fasse le tour global ou est-ce Oui, que... je pense que, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de questions. D'accord. À ce moment-là, repassez-moi Ouais. repasse-moi Sandrine. Oui. Honnêtement, réfléchissez à toutes les questions qui peuvent vous passer. Voilà. Donc, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui paraît un petit peu comme ça déconnecté. C'est des concepts un peu éthérés tels qu'on le voit un peu de loin. Et quand on s'engage de près, et quand on s'engage, ce qui est maintenant le cas, dans des indicateurs, des objectifs, des délais, et un tiers vérificateur, on est dans une démarche qui est très engageante et qui est très ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne peut pas être fermée. Donc, tout le monde pourra analyser si ce qu'on a dit qu'on ferait, on le fait vraiment. Si vous le voulez bien, pour vous laisser un peu le temps, quelques mots sur notre développement. On vous a préparé quelques slides qui vont être passés, sans doute. Non, dans le dossier de presse. Non, d'accord, dans le dossier de presse. Donc, écoutez, on a, depuis le début de l'année, repris, on est en exclusivité totale et incontournable pour reprendre 9 établissements, murs et fonds, qui représentent globalement le total, parce que vous êtes toujours plus friand de chiffres que de concepts, donc c'est en gros 150 et quelques, 153 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, les 3 dossiers, vous en connaissez un petit peu, parce qu'on l'a annoncé dans les conférences de presse. C'est d'abord le groupe de Dracy-le-Fort, qui est une superbe clinique d'orthopédie à côté de Châlons, avec 2 établissements à Autun et à Belfort, qui nous permet de nous développer sur la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région qu'on avait beaucoup étudiée dans le cadre du dossier C2S, et donc on connaît bien, et on en connaissait et le médecin et le gestionnaire. Un autre dossier dans le Pas-de-Calais qui complète notre implantation qui monte dans les Hauts-de-France avec le groupe de la famille Verrier, s'appelle HPL, l'hôpital privé du Littoral, qui a des superbes établissements à Boulogne-sur-Mer, Calais et 2 établissements à Béthune, qui donne une plateforme de développement Pas-de-Calais qui est remarquable, environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 150 que je citais.
Et puis, la dernière exclusivité, c'est une clinique qui renforce notre implantation à la fois en excellence en orthopédie et en localisation géographique sur Bordeaux, qui est la clinique du sport à Bordeaux. Clinique hyper spécialisée de référence française, en réalité, sur l'ensemble de l'orthopédie, avec compétences en ligamentoplastie, sur la cheville, sur l'épaule, sur la prothèse, avec une superbe équipe de 24 orthopédistes avec des sous-spécialités. Voilà, donc ce sont des développements, je dirais, que je qualifierais d'affinitaires, c'est-à-dire que ce sont les vendeurs qui nous ont choisis pour des raisons de conviction que l'entreprise qu'ils avaient tous les trois d'ailleurs créée depuis plus de 30 ans pour le Pas-de-Calais, c'était même le père d'Olivier Verrier. Hein. Voilà, on était dans la droite ligne du respect de leurs valeurs. Je crois que ça, c'est un facteur essentiel finalement de la transmission dans un secteur qui est aujourd'hui encore en train de se consolider compte tenu des enjeux, voilà, compte tenu des enjeux d'évolution, de transformation, de digitalisation, d'investissement et de regroupement par territoire qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc voilà, on participe sans avoir des volontés de taille, hein, on participe à cette croissance et on ne résiste pas à une tentation quand elle correspond à nos valeurs. Voilà, donc ça donne une information un peu prospective. Ces acquisitions seront faites avant la fin du mois de juillet. Ça donne un groupe qui va faire un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il va avoir 10 000 salariés et environ 3 000 mètres. Donc, ça donne de la puissance de taille, hein, qui encore une fois n'est pas le sujet principal, mais la puissance de taille permet de capitaliser des moyens d'expertise et des moyens d'appui. Donc cette route-là, Vivalto Santé va la continuer au cours des années à venir. Voilà. Tu veux que je réponde à la question? Ah ben bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, je vais tourner. Voilà. Tu reviens à côté de moi, non mais. Non, mais elle veut pas. Si, je viens à côté de toi si tu veux. Je vois qu'il y a une question sur le comité de mission. Là, voilà, sur le comité de mission. Le tiers vérificateur, c'est en fait un cabinet d'audit un peu comme les vérificateurs des comptes. Hein, donc, ils sont habilités à venir au bout de 18 mois, à partir du moment où on est statutairement reconnu entreprise à mission. Ils viennent donc vérifier comme un auditeur, comme un auditeur pour les comptes, si ce que l'on a écrit, donc ce que l'on a fait, se vérifie. Voilà. Sur la liste du comité, des membres du comité de mission, donc, je l'ai présenté tout à l'heure, on a des membres du COMEX, on a effectivement pris l'option on a pris, le son est perturbé, donc je me mets peut-être plus proche du micro. Donc, on a pris l'option d'avoir une liste assez conséquente pour avoir toutes les parties prenantes. Donc, on a deux membres quatre membres du COMEX, dont moi-même qui suis référente de comité de mission. On a un directeur général de territoire. On a également 2 directeurs généraux d'établissement. On a notre secrétaire du comité de groupe. On a un représentant salarié. Comité de groupe, ce sont nos représentants du personnel, en fait. Donc, on a nos représentants du personnel. On a un salarié représentant des salariés actionnaires. Nous avons un directeur des soins également. Et pour l'instant, et on a aussi 2 médecins qui sont en plus des médecins administrateurs. Et nous allons accueillir effectivement, maintenant qu'on est entreprise à mission statutaire, un représentant des usagers et une personnalité extérieure. On a décidé, ça c'était. On pourra vous transmettre, hein, Caroline, c'est vous qui avez posé la question, donc on vous transmettra la liste. On vous transmettra la liste, oui, tout à fait. Et on est en train de rechercher le président du comité de mission, qui sera une personnalité extérieure, donc qui sera choisi. On ne t'attend pas. Non, ah ben, ouais. Allez, viens à mes côtés. Ouais, je viens à tes côtés. Ah, vous nous autorisez à la distance sociale minimale. Hein. On est vaccinés tous les 2. Voilà. Donc, le président du comité de mission sera une personnalité
extérieure et elle sera choisie avant la fin du mois de juin. Voilà. Un comité de mission assez étoffé et assez structuré. Vous avez vu derrière les 6 engagements, les 9 plans de travail, il y a 23 indicateurs et dans chaque finalement sous-thème, il y a des pilotes et des pilotes qui ne sont jamais seuls, qui sont en tandem, énormément de pilotes où il y a des médecins impliqués et il y a pas mal de sujets sur lesquels il y a des représentants des salariés qui sont impliqués. Donc, ce n'est pas du tout une approche qui est sous contrôle du management, c'est une approche qui est partagée comme on l'a toujours fait, hein, comme on nous l'a souvent, je dirais, interrogé en disant comment vous faites. En réalité, comment on fait, c'est que ça tient par le sens du métier qui est sous-jacent. Ça ne tient que par ça. Ça ne tient que par la raison d'être en réalité. C'est que derrière, le sens de ce qu'on fait est énorme, hein, c'est de bien soigner, de bien prendre en charge nos patients. Donc cette centralité fondamentale, c'est ça qui nous permet, au-delà de nos personnalités, de converger sur ces thèmes. C'est une entreprise, d'un certain côté, qui est audacieuse, hein, cette entreprise à mission, puisque c'est la première fois que c'est en place dans le secteur. Et je pense que quelque part, en tout cas, on va tirer cette profession vers l'exigence finalement de formaliser ce qu'on fait et d'être capable de rendre des comptes sur ce qu'on fait et pas uniquement sur une dimension économique ou de développement. Hein. Je l'ai souvent dit, je le redis là parce que je ne le redirai plus jamais après, c'est la réussite économique qui est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Je suis un matheux, hein, pour ceux qui le savent, hein, de formation. Donc, la condition suffisante, c'est de garantir une réussite sociale et sociétale et environnementale derrière. Mais je dirais la dimension sociale et sociétale est en train de prendre une importance considérable. Sociale, compte tenu de notre personnel et de la difficulté d'attractivité de notre métier, et sociétale, parce qu'au fond, tout est en train d'être centralisé autour de l'expérience patient et du parcours patient. La certification, les caractéristiques IFAC, les questionnaires ISATIS. Donc, la centralité sur le patient est une centralité qui a pris une force considérable et l'entreprise à mission va nous donner des outils pour aller plus loin. Alors, pour répondre à toutes les questions, parce que vous avez demandé aussi à partir de quand nous avons mis en place ce comité de mission, c'est vrai qu'on a pris l'option de créer ce comité de mission avant même d'être reconnu statutairement, parce que ça nous paraissait important de travailler en amont avant d'être reconnu dans nos statuts et de passer au vote auprès de l'Assemblée générale extraordinaire, que toutes les parties prenantes travaillent avec nous sur ces sujets-là. Donc, on l'a fait dès le mois on a été reconnu raison d'être en septembre et notre comité de mission a été mis en place dès début novembre, en fait. On vous transmettra la liste des 23 indicateurs. Le nombre de salariés concernés, de médecins, vous l'avez entendu dans le comité de mission. Hein. On peut vous le redire. Hein. Sur les 12 personnes, il y a 2 médecins et 2 représentants du personnel. Hein. Voilà. Et derrière, dans les groupes de travail, il y a une dizaine de médecins et il y a 7 ou 8 représentants du personnel. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Pouvez-vous rappeler les futures acquisitions? Ah, les futures acquisitions. Non, on n'a pas de plan de route. Ce qu'un entrepreneur comme moi essaye de faire, c'est d'avoir les moyens financiers qui rendent les choses possibles. Voilà. Donc après, je crois que se développer, c'est bien, mais intégrer, c'est mieux. Et intégrer dans une démarche aussi engageante que celle qu'on est en train de prendre, c'est aussi une limite à la croissance. Hein. On ne peut pas, comme ça, à coup de chèque, acheter des cliniques, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de rentrer dans nos valeurs et nos gouvernances partagées. Et donc, jusqu'à présent, on pouvait reprendre 4 ou 5 établissements par an. Là, cette année, on va en reprendre 9. Vous voyez bien que aujourd'hui, le champ d'intégration est suffisant. Après, là, je vous rappelle les 3 groupes. Alors, hein, c'est Dracy-le-Fort, qui est à côté de Chalon-sur-Saône. Hein. Superbe clinique d'orthopédie pour les anciens comme moi,
un tour de force médical de faire venir des PUPH de la PHP ou de Lyon sur une clinique qui est devenue une référence. Et puis, donc HPL dans le Pas-de-Calais avec les 4 établissements, 2 superbes établissements à Boulogne-sur-Mer et à Calais, et puis 2 établissements prometteurs sur Béthune. Et puis la clinique, et surtout la dernière, c'est la clinique du sport, qui est un concept d'excellence poussé par une équipe de praticiens orthopédistes à Bordeaux, et qui est un modèle qui, de toutes les cliniques du sport que j'ai vues en France et à l'international, est le plus abouti, avec finalement un véritable campus, avec des centres de consultation, d'arthroscopie, de radiologie associés, donc véritablement une base de travail pour développer la totalité de la prise en charge locomoteur des sportifs, mais pas que. Voilà les 9 établissements. Est-ce que le groupe de Dracy, c'est 3 établissements, vous avez dit? Oui. Oui. 4. Du coup, HPL, c'était 4. Oui, alors le 9, c'en est un autre, mais je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je sais pas où est-ce effectivement, vous avez bien calculé, c'est 8 actuellement. Je peux donner la région quand même? Non, de la future, le 9, non. Non, parce que j'ai l'interdiction, hein. Donc je ne peux pas. Donc effectivement, c'est 8. C'est 8, mais par contre, les 153 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien les 8. Et la 9e, vous espérez que ce soit cette année? Oui, ça sera fait là, dans le mois qui vient. Non, voilà, c'est donc 1 milliard, la configuration du groupe. Fin 21, ça sera 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 salariés, 3 000 médecins. Je l'ai dit, mais peut-être trop vite. Donc, c'est un changement de taille, hein. Après, on reste, pour ceux qui adorent ça d'entre vous, hein, on reste toujours très attentif aux évolutions du métier et des dossiers de cession. Donc, on sera sur tous les dossiers de cession intéressants, mais on sera très sélectif. Est-ce que vous pensez à un développement international? La réponse est oui. Il faut le reformuler, simplement. Oui. Question, est-ce qu'il y aura un développement à l'international? Oui. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire personnelle, hein, j'ai été un patron d'un leader mondial dans ma vie, hein. Donc, on a beaucoup de contacts sur l'international des pays proches. Après, l'international, ça ne s'improvise pas, hein. Un métier d'homme, hein, et de femme, hein, de management plus que de système. On connaît le métier, mais les systèmes sont différents. Donc, voilà. Donc, la réponse est certainement, dans les 2 ans à venir, on mettra le pied modestement, hein, pour que l'ensemble du management ait une expertise internationale et avoir des relais de croissance pour les années à venir. C'est quand même, pour ceux qui sont plus des analystes financiers, c'est quand même un peu plus compliqué de reprendre des cliniques MCO, Acute Care, que de reprendre des maisons de retraite à l'international. Les groupes français ont été leaders d'un développement à l'international, et c'est une très bonne chose pour l'expertise que ces groupes françaises, que ces groupes développent sur l'hospitalisation privée. On sera un peu prudent. Puis il y a eu quelques échecs historiques, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, notamment de Capio, hein, qui a finalement conduit à un corner. Donc on le fera de façon beaucoup plus mesurée et humaine que simplement faire des chèques. Alors, vous avez une nouvelle question ici sur les plateaux techniques. Oui, les plateaux techniques, on est un acteur important sur les plateaux techniques qui sont les nôtres, c'est-à-dire je dirais les salles hybrides, la cardiologie interventionnelle. Et on a aujourd'hui un certain nombre de partenaires, notamment les radiologues, hein, qui sont dans notre schéma habilités à devenir actionnaires dans la mesure où ils participent à l'aventure quotidienne des établissements de soins. On voit s'activer beaucoup de capitalistes, et donc un certain nombre de radiologues, comme d'ailleurs dans les cliniques, sont en train de nous approcher en disant est-ce que votre modèle s'applique? Et la réponse est oui, notre modèle s'applique. Après, ça prendra le temps qu'il faut, mais on a été un peu marqué par la concentration des laboratoires biologiques.
qui a fait perdre un peu d'affectio societatis entre nos praticiens, nos médecins, nos salariés et les laboratoires. Donc, on va être un tout petit peu plus vigilant sur les transmissions des plateaux techniques, comme on dit dans le langage adjacent dans nos établissements. Est-ce que vous avez des projets en ophtalmologie? On est très important en ophtalmologie dans nos établissements, hein. Voilà. Donc, on n'a pas de projet spécifique en ophtalmologie. On développe dans des cliniques, mais pour ceux qui s'intéressent, des filières complètes, téléconsultation et depuis les orthoptistes jusqu'aux chirurgiens ophtalmos. Il y a des belles expériences chez nous, mais qui sont pilotées par les chirurgiens, hein. Donc, nous on est finalement l'organisateur de la chaîne, je dirais, de téléconsultation et de télédiagnostic, mais on n'en fait pas un axe, pour l'instant, un axe séparé. On accompagne le mouvement, comme on l'accompagne aussi dans des domaines, comme on l'accompagne aussi en radiologie, hein. Il faut aussi savoir que les outils de télédiagnostic et de téléconsultation sont en train de faire évoluer l'organisation territoriale. Les réseaux d'ophtalmo permettent. Oui, oui. Et c'est clair que dans le cas précis des deux expériences que j'ai en tête en ophtalmo, et celle qui est la plus avancée, c'est la finalité, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Et on va le retrouver en radiologie, hein. C'est pas de se substituer et là où ça marche, c'est de pouvoir couvrir là où ça marche pas. Voilà. J'ai une question. Vous évoquiez les difficultés au niveau de l'attractivité. Justement, est-ce que vous arrivez à recruter assez? Vous avez tendance à donner dans ce sujet? Non, là, on est dans une situation professionnelle, on peut dire au minimum de tout le secteur de l'hospitalisation privée, et je pense que le secteur de l'hospitalisation publique l'a dit haut et fort, et donc je ne suis pas à même de juger, mais au niveau du syndicat, il nous manque énormément d'emplois, certainement plusieurs dizaines de milliers, hein, en réalité pour l'ensemble de la profession. Nous, il nous en manque quelques centaines, hein. Donc, quelque part, l'attractivité, qui est extraordinaire, hein, c'est quand même ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit le Ségur de la santé et quelles que soient les conditions de rémunération, clairement, le sujet ne suffit pas. Le sujet de l'attractivité, de la pénibilité du travail, la capacité à pouvoir définir un horizon de carrière, de pouvoir sécuriser finalement par l'outil de travail, par des outils de simplification de leurs tâches, c'est un sujet central. Donc l'attractivité pour du personnel soignant, hein, je me permets de ne pas évoquer trop parce que c'est un autre sujet, le personnel qui n'est pas de ce type soignant, mais on a un énorme sujet qu'on comble avec ce qu'on appelle des vacataires, avec des CDI. Donc on travaille, donc nos effectifs sont présents, mais pas dans des bonnes conditions. Donc, les bonnes conditions, c'est d'arriver à pouvoir augmenter notre capacité de recrutement, mais surtout les garder. C'est pour ça qu'on demande, et on va demander de plus en plus, hein, clairement, à pouvoir former, à pouvoir faire plus que nos deux écoles d'apprentissage, à pouvoir de faire des CPA, des centres professionnels d'apprentissage, de pouvoir avoir le droit d'avoir des écoles, les écoles d'infirmières, de pouvoir former les IBOD. Enfin, c'est impensable de penser que notre profession n'est pas autorisée et habilitée avec des organismes professionnels à pouvoir avoir le personnel qu'il nous faut. Donc aujourd'hui, cette restriction-là est un vrai manque. C'est probablement le manque le plus important de la profession. La profession ne manque pas d'argent, la profession ne manque pas de docteurs, la profession ne manque pas de managers, la profession manque tout simplement de personnel soignant. Là, vous retrouvez mon langage un peu brut, hein. Mais c'est parce que je rentre dans le dossier là. Donc vous mettrez les formes, hein. Vous mettrez les formes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc dans le chat. Vous pouvez également lever la main virtuellement. Vous avez un bouton qui normalement est en bas qui permet de le faire sur l'interface de Zoom. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, comme vous l'avez compris, on a des journalistes présents dans la salle qui eux-mêmes posent des questions. N'hésitez pas, hein. Oui, allez-y. C'était en février, vous évoquiez les difficiles en matière d'activité
Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça a mieux repris? Les 6 premiers mois vont être extrêmement chahutés, hein. Donc, la garantie de financement de l'année 2020 couvre les 6 premiers mois. 21, hein. Donc, quelque part, l'impact Covid a été plus fort, hein, que la deuxième vague, hein, vous le savez, hein. On ne va pas y revenir sans plus. Donc, aujourd'hui, l'activité reprend et c'est bien parce que les patients sont là et il faut soigner, soigner tous ceux qui sont dans les listes, hein. Donc, l'activité devrait reprendre, hein, et c'est une bonne chose avec la vaccination. Voilà, donc on a eu cet impact qui est finalement, sur le plan comptable, couvert par la garantie de fonctionnement. Voilà. Et merci à ce gouvernement quand même, hein. Il faut quand même s'en souvenir que ce qui a été mis sur la table en 2020 et en 2021 est considérable, hein. Voilà. Et au fond, la garantie de fonctionnement et de financement, il serait naturel qu'elle s'arrête. Il est même probablement souhaitable qu'elle s'arrête. Mais ça, c'est une négociation que la profession mène avec le ministère, hein, dont je suis un acteur, un des contributeurs, hein, voilà. Mais ma position en tant que PDG de Vivalto Santé, c'est qu'il faut qu'elle s'arrête. L'urgence sanitaire est maintenant prendra fin en septembre. Il serait assez logique que tout s'arrête à peu près dans les mêmes temps. Profitez-en, hein. Profitez-en parce que. Est-ce que au niveau des opérations initiées durant le Covid, est-ce que ça va perdurer? Alors la question posée, c'est est-ce que les coopérations de la période Covid vont perdurer? Je ne suis pas sûr que vous entendiez, donc je me permets de. La réponse est oui. On ne sait pas exactement comment, mais nous, il y a eu vraiment des travaux publics privés, hein, territoriaux, qui ont été très prometteurs. Après, la vie est peut-être toujours surprenante. Nous, on a poussé le bouchon un peu plus loin avec le chapeau fédérateur de la BPI, c'est-à-dire qu'ils ont lancé une très jolie initiative qui est très belle, d'un fonds de patients autonomes qui est finalement le financement des startups et qui s'inscrit dans la chaîne complète depuis le moment de l'incubation au moment de on appelle la série A. Et en réalité, nous sommes contributeurs du fonds patient autonome. Ce qui est important, c'est qu'on y retrouve Harmonie, qui est donc le secteur non lucratif, et on y retrouve la banque de territoire, et on a des associations avec l'APHP, après informelles sur des dossiers. Donc je pense que là, cette occasion-là, et ça me permet d'en tirer un coup de chapeau, c'est finalement de réunir les acteurs autour de cette complication, de faire émerger des startups à des dimensions, sinon de licorne, ou du moins industrielles, de succès. C'est tellement compliqué le monde de la santé, c'est tellement plein d'embûches que quelque part, l'association sous la houlette de la BPI, de l'ensemble des acteurs pour aider ce passage à l'acte est superbe. Donc nous, on est très contents de faire partie de ces initiatives et d'autres, hein. Il y avait une coalition avec les industriels auxquels on a participé, à côté de la PHP, qui marche toujours, hein, sur lequel on suit avec les industriels des patients Covid à domicile, avec des programmes de recherche et des programmes d'accompagnement qui est piloté par l'ensemble des industriels et de l'industrie pharmaceutique du secteur, mais on en est le contributeur dans la collecte de données. Donc, il y a des choses, et je pense que cet esprit-là, il faut le garder. Là, vous avez raison, il faut le garder. L'expérience et l'âge, peut-être, m'apprend à être prudent sur ce qui se passe à un moment, disparaît assez vite. Mais que les personnels soignants se souviennent qu'ils ont bien travaillé avec leurs collègues, quoi. Et que ça, c'est cette force-là, au-delà des compétitions, des concurrences, des salaires, des différences, toutes les zones de friction qui sont sans arrêt. Quand on est autour du soin et autour de l'innovation, on est autour sur des zones de convergence. En tout cas, je serai toujours l'acteur positif de zones de convergence, quel que soit, quoi qu'il m'en coûte.
Alors, il y a deux questions qui arrivent sur le. Daniel, il y a le mouvement national de grève des IBOD Oui. et la couverture sur l'ensemble du territoire national. Oui, les IBOD est un sujet. L'IBOD est un sujet énorme, c'est-à-dire que quelque part, les process aujourd'hui risquent de nous interdire de fonctionner dans une majorité de nos blocs opératoires. Parce qu'on ne peut pas recruter des IBOD. Les écoles d'IBOD ne sont pas capables de former un nombre suffisant. Et quels que soient les VAE et quel que soit l'assouplissement des VAE qu'on a demandé, qu'on a redemandé, notre capacité à pouvoir faire agréer comme IBOD des infirmières diplômées de blocs qui sont en exercice depuis plusieurs années n'est pas suffisant, volontairement. On ne forme pas et donc la formation est insuffisante et il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur sur cette reconnaissance du métier des IBOD parce qu'on en a besoin et ne pas fonctionner sur des gestes qui sont bien ciblés avec des IBOD nous met en risque de responsabilité civile et même pénale. Hein, donc là, il faut que le ministère se rende compte qu'on joue sur des pressions, sur des lobbies, tout ce que vous voulez, qui m'intéresse peu, hein, mais on joue finalement avec des allumettes. Voilà. Est-ce qu'avoir une couverture sur l'ensemble du territoire national c'est pas une volonté du groupe? Ce qui est important, c'est l'approche territoriale, et on est globalement sur des territoires homogènes. Donc, on est, vous le savez, leader en Bretagne, en Normandie, dans la parisienne ouest, et on se renforce dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. On est en train donc de se renforcer dans les Hauts-de-France. Voilà, les régions majeures. Pour l'instant, les autres régions sont des régions de conquête à définir, mais le territoire est grand et on n'a pas d'ambition, en tout cas, de. Vous soutenez alors le mouvement des IBOD, je vais laisser, c'est plus compliqué que ça. Hein. On va déjà répondre à la question concernant les indicateurs pour l'objectif d'entreprise à mission. En fait, on a pour chaque engagement, on a des pilotes, des binômes de pilotes, des relais de territoire. Et donc, effectivement, on va laisser aussi la possibilité aux établissements d'avoir des initiatives au niveau local et aussi des orientations que l'on donne au niveau du groupe. Et on consolide tout ça dans ce qu'on appelle une communauté des pilotes. On va se réunir régulièrement pour que ces indicateurs, ces plans d'action, ces feuilles de route soient déclinés par établissement et surtout que l'établissement s'approprie ces feuilles de route et les mettre en œuvre. Soutenez-vous le mouvement des IBOD? Ça, c'est une question extrêmement délicate. Piégeux. Je vais me permettre de répondre à la place de Sandrine parce qu'elle n'ose pas. Non, la réponse… Si, je peux oser. Je peux oser. En fait, nous, on soutient notre personnel. Voilà, on soutient notre personnel et on a du personnel très expérimenté dans les blocs opératoires, mais qui ne sont pas diplômés d'IBOD et nous les soutenons également dans la démarche aujourd'hui difficile qu'elles vivent pour faire reconnaître leur expérience, leurs compétences pour continuer à exercer comme elles l'ont fait pendant des années dans les blocs opératoires, même si elles ne sont pas diplômées IBOD. Donc, si vous voulez, le sujet est un sujet pour moi gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quelque part, la reconnaissance des revendications IBOD est possible, mais l'ouverture des formations, l'ouverture de la capacité qu'on a de faire reconnaître nos IDE qui sont incroyablement bien formés à un statut d'IBOD l'est aussi. Donc, il faut quelque part que les représentants de ce mouvement acceptent ce gagnant-gagnant. Ils ne peuvent pas simplement avoir des revendications sans être dans la prise en compte de l'ouverture qui est nécessaire et qui est mathématique. Hein. C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est que les chiffres sont implacables. Quand vous faites le rythme de formation des IBOD, le rythme d'acceptation du VAE et les places ouvertes, vous mettez 20 ans. Donc, c'est juste pas possible. Et que quelque part, dans un mouvement comme celui-là, on ne mette pas les deux balances en disant oui, pourquoi pas sur un certain nombre de revendications, mais aussi une capacité à ouvrir le champ pour nous permettre de régulariser et de former les IBOD est essentiel. Voilà. Ça, c'est Daniel Caille, enfin, c'est Vivalto Santé qui dit ça. Hein. On soutient nos infirmières de bloc opératoire qui ont parfois, pour certaines,
plus de 15 ans d'expérience et qui ont une compétence reconnue en interne par nos propres praticiens. Et les syndicats des chirurgiens le disent. Enfin, on n'est pas non plus. Oui, bien sûr. Voilà, on a fait encore le tour. Les IBOT sont-elles salariés des praticiens libéraux des établissements de santé? Les deux, mon colonel, Les deux. l'un ou l'autre. Les deux. La plupart sont quand même salariés. De l'établissement, oui. Mais pas toujours. Ah, écoutez, si vous voulez que ma grande gueule fasse des dégâts, oui. Mais voilà, à vous de voir. Mais la réalité, elle est incontournable. Si vous voulez, les chiffres sont incontournables. Faites un article documenté sur le sujet, vous verrez, ça ne tient pas. La fermeture actuelle de la formation et des VAE, ça ne tient pas. Donc moi, je dis attention. Attention, parce que l'hospitalisation privée représente 54% de la chirurgie française. Et je ne parle pas d'ambulatoire, plus de chirurgie complète. Mettre les blocs du privé en arrêt ne réglera rien. Excusez-moi, on ne devait pas parler des IBOT d'autant. Hein. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas un message. D'accord. D'accord. Ben, on vous répondra à part parce que c'est un message assez long. Je comprends qu'il est ponctuel. Donc, voilà, depuis Cholet, la polyclinique du parc. Avec des questions, d'accord. OK, ben, on vous répondra spécifiquement. Oui, on vous enverra une réponse en privé après, pas de difficulté, on vous a bien identifié. Non, mais c'est un sujet, on parle d'un territoire qu'on peut cibler si vous n'êtes pas trop gêné, hein, qui est le territoire du Pays de la Loire et de Cholet en particulier, dans des opérations de coopération avec le CH. Et là, les groupes de pression se manifestent beaucoup, hein, sur des dossiers d'autorisation qui sont en devenir. C'est l'ARS qui joue le rôle de coordination et c'est l'ARS qui jouera le rôle de coordination. Et ce qu'on peut dire, sans rentrer trop dans les détails, mais si vous le souhaitez, je peux le faire plus précisément, nous jouerons au jeu d'une collaboration, mais dans le cadre d'un équilibre et dans le cadre d'un arbitrage de l'ARS. Voilà. Et pas simplement par des manœuvres diverses ou variées. On a beaucoup de choses à discuter. On a la cardiologie interventionnelle, on a la cancérologie, on a un certain nombre de sujets divers qui ne m'appartient pas à ce stade-là de parler ici. Mais oui, mais il faut être deux, hein, pour coopérer. Il faut être deux. Merci. Voilà, ben, j'ai eu 2 merci là. Ça prouve que j'ai répondu. Alors, si vous avez d'autres questions, je propose de les poser maintenant. Il est déjà 11h, donc on va aller vers la fin de cette conférence. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit par le chat, soit en levant virtuellement la main avec les outils que vous avez en bas sur Zoom. Sinon, on va clore et peut-être… une question dans la salle. On parle fort parce qu'ils ne t'entendent pas. Hein. Enlève ton masque. Vous avez des nouveautés au niveau système d'information? Alors, est-ce que vous avez des nouveautés au niveau des systèmes d'information? On n'a pas de nouveautés dans les systèmes d'information à part la digitalisation. Donc, ce sujet de la digitalisation est un sujet en soi. Vous le savez, on a fait depuis plusieurs années une expérimentation de la préadmission et du retour à domicile. Donc, tous ces outils de prise en charge patient avant et après sont en train de se développer. D'ailleurs, le fonds patient autonome est aussi un des sujets qu'il va aborder. Donc, ce sujet-là, qui est le sujet de l'utilisation de la digitalisation à des fins de meilleure prise en charge des patients, oui, il y a plein de sujets. Aussi, la digitalisation à des fins de meilleure qualité de vie au travail. Donc, il y a tout un volet de remplacement des DECT, enfin des sujets un peu techniques, mais on a été depuis plusieurs années, je dirais, à la recherche de solutions qui permettent de doter nos cadres de soins et nos responsables d'unité d'outils de communication qui ne soient pas simplement un téléphone aveugle, qui soit un smartphone intelligent. Donc, on est en cours de déploiement de ces outils-là. Et l'objectif, c'est vraiment de gagner en qualité de vie au travail et, si possible, de faire économiser entre 1 heure et 1 heure et demie
à ces cadres de soins de répondre au téléphone sur de l'information non triée. C'est des sujets passionnants en réalité, mais il faut descendre un tout petit peu dans les soutes, ce qui n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Voilà le petit groupe, toujours le même, il grossit, il n'a pas perdu son âme. Voilà. Encore une question peut-être. La question qui revient à chaque conférence de presse, ça va avec vous, c'est sur votre succession. Ah ben, j'ai deux, ben, ils sont là. Ils sont là. La question est celle de la succession. Donc, ils sont là. J'ai donc deux directeurs généraux adjoints qui s'appellent Emmanuel Prin et Emmanuel de Gueuzer, qui prendront la direction générale et moi, je garderai la présidence. Je quitterai mes fonctions de PDG avant la fin de cette année. C'était l'année, c'est l'année que j'avais déjà donnée comme mon année où je quitterai les fonctions opérationnelles. Mais pour autant, je serai un président actif. Donc voilà, la transition est faite. Vous resterez donc président, c'est ça? Et eux ils seront tous les deux dans la direction générale. Emmanuel Prin et Emmanuel de Gueuzer. Vous pouvez épeler leur nom de famille? Prin, PRIN, et de Gueuzer, DE, trait d'union, enfin pas trait d'union, plus loin, GEUSER. On fera au moment de la transmission, qui sera probablement à l'automne, hein, on fera une vraie conférence de presse. Hein. Et ça ne m'appartient pas. D'ailleurs, c'est aussi une décision qui sera avalisée par mon conseil d'administration. Donc les principes l'ont été, hein, mais la nomination effective, elle n'est pas à la main du PDG, elle est à la main du conseil d'administration. Heureusement que je me suis souvenu. Oui. C'est votre proposition. Oui, mais elle est déjà actée dans les principes, mais elle n'est pas formalisée. Hein, donc, non. Et le choix est toujours un choix qui est réversible, hein, comme tout un chacun. Hein. Rien n'est jamais. Il n'y a aucune pérennité nulle part, hein, dans ce bas monde. Hein. Si ce n'est d'avancer, de progresser et de créer un momentum positif. Voilà. Ça, c'est engageant. Merci à vous. Merci à vous. On s'arrête là. Merci. Alors, merci à tous. On vous enverra des dossiers de presse et les compléments par mail. Et merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et à très bientôt pour une nouvelle conférence de Daniel Caille. Et vous avez beaucoup de docs. Hein.